Après la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine était dirigée par Juan Perón et c'était une période difficile. À l'époque, le gouvernement a décidé de s'enrichir grâce à la fourrure, les peaux de castor. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de castor en Amérique du Sud, il fallait donc les importer. Alors, le gouvernement argentin a contacté la compagnie canadienne Hudson's Bay pour lui commander des animaux. Et c'est au pilote Tom Limb que cette tâche a été confiée. Il a capturé 20 castors dans les broussailles du Manitoba, il a construit des enclos à partir de barils et il les a transportés en train jusqu'à Winnipeg, où il les a chargés dans un hydravion surnommé Canso. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces avions servaient au bombardement à longue portée et aux amérissages, mais Limb en a converti un en avion cargo afin de transporter les castors vers leur nouvelle maison. À l'époque, le gouvernement argentin a payé Limb 540 € par animal. Aujourd'hui, ça représenterait 11 000 $ canadiens par castor, près de 6 600 €. C'était pas tant que ça compte tenu de la distance que Limb a dû parcourir, à savoir 12 200 km à vol d'oiseau. De plus, pour faire le plein, il a dû faire un détour par New York, Miami, le Brésil et l'Uruguay. De plus, à Miami, le pilote a dû louer une seconde chambre pour y mettre les animaux pendant son escale. Mais les castors ont rongé la porte en bois, causant une petite panique. Les animaux couraient partout, les femmes grimpaient sur les tables, et il a fallu déployer de gros efforts pour tous les attraper et les remettre en cage. Mais finalement, le vol s'est poursuivi et Limb, avec ses castors, est arrivé à Ushuaia, qui se vantait alors d'être la ville la plus méridionale du monde. Là, le pilote a trouvé un endroit approprié et il a libéré les castors. Ainsi, en 1946, des castors ont été introduits en Patagonie avec l'accord des autorités. Très vite, les animaux se sont répandus sur la majeure partie de la Terre de Feu et ils ont même été repérés sur la péninsule de Brunswick, du côté chilien. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais rien rapporté à la région. Le commerce de la fourrure n'a pas décollé et les castors sont devenus un problème, si bien que les deux gouvernements, argentins et chiliens, se sont alliés pour les éliminer. Mais, comme souvent avec les espèces introduites, revenir en arrière s'est avéré très compliqué. Je vous en dirai plus après une tasse de café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Pour commencer, comme toujours, je vais dire quelques mots sur l'endroit où les castors ont débarqué. La Terre de Feu est un grand archipel qui appartient en partie au Chili et à l'Argentine. Elle est située à l'extrême sud de l'Amérique du Sud et de nos jours on y trouve plus de castors que d'habitants. Et ça se voit, depuis l'arrivée des castors, les forêts magellaniques de Patagonie ne sont plus les mêmes. Là où il y avait autrefois une forêt dense, il n'y a plus que des troncs déchiquetés, des branches nues et des souches noueuses. En gros, tout ce qui pouvait être abattu l'a été. Au lieu d'un écosystème vierge, unique, il y a maintenant des arbres submergés et des rondins dénudés, desséchés par les vents glacés. Et les seuls responsables sont bien les castors, car ils ont, un style très distinctif. Si vous voyez des marques de dents sur un tronc d'arbre qui a été taillé comme un crayon, vous pouvez être sûr que c'est un castor, même s'il n'y en a pas un seul en vue. Et les castors travaillent vite. Un seul animal suffit pour abattre un arbre en quelques jours, un arbre qui a mis des siècles à pousser. Et les castors ne se contentent pas d'abattre des arbres, ils construisent des barrages, et à cause de ça, 90% des rivières du côté chilien de la Terre de Feu ont changé de cours. Ça a eu un impact énorme sur les écosystèmes locaux. Même si les castors sont généralement considérés comme utiles à l'environnement, ce qu'ils font en Terre de Feu est destructeur. Ils laissent derrière eux des terres désolées, plantées de souches. Quand il pleut, toute la zone est ravinée. Au lieu d'une rivière étroite bordée d'arbres, il n'y a plus qu'un large fossé où rien ne peut pousser. Ainsi, les barrages de castors peuvent provoquer des inondations et noyer de nombreux hectares de végétation. Et même si le barrage est détruit, la boue accumulée recouvre les graines qui normalement aident la forêt à se régénérer. Les témoins disent que le niveau de destruction évoque le passage de bulldozers.
Des bulldozers qui ne s'arrêtent devant rien, anéantissant même les espèces protégées et mettant en danger 16 millions d'hectares de forêts indigènes. Les scientifiques appellent l'impact des castors sur le paysage forestier de la Terre de Feu le plus grand changement paysager dans les forêts subantarctiques depuis la dernière ère glaciaire. À l'époque, c'étaient les glaciers qui modifiaient le paysage, mais maintenant, c'est les castors. Bien sûr, cette épopée chaotique à dos de bulldozers imaginaires affecte la population locale. Selon des estimations, les actions des castors coûtent à l'Argentine 54 millions d'euros par an. Comme je l'ai dit, les barrages modifient le cours des rivières et ils ont déjà provoqué de graves inondations plus d'une fois. Et il n'y a pas que les anciennes forêts qui sont inondées, même les pâturages se transforment en étangs. Les castors endommagent aussi les infrastructures en inondant les routes et les tuyaux de drainage. Ils rongent les clôtures des enclos à brebis, lesquels s'empressent d'en profiter. En 2017, les castors ont même endommagé des câbles à fibre optique, coupant Internet et les services de réseau mobile dans la plus grande ville de la région. Et comme si ça ne suffisait pas, même les stations de ski en souffrent. Des ponts ont été emportés à cause des inondations causées par les castors. Mais le plus grave, étonnamment, c'est les atteintes à l'eau potable qui est polluée par les flaques stagnantes et les sous-produits de l'activité des castors. À l'échelle mondiale, les castors contribuent au réchauffement climatique car les arbres abattus et le sol libèrent du carbone. D'un autre côté, tout ou presque sur la planète contribue au réchauffement climatique. Mais c'est pas le sujet. Les chercheurs préviennent que la situation ne fera qu'empirer. Si rien n'est fait, les pertes au Chili seules pourraient atteindre 214 millions d'euros au cours des 20 prochaines années. Avant tout, l'impact des castors est dû au fait que la nature locale n'était pas préparée à leur arrivée. En effet, les arbres nord-américains ont évolué pendant des millions d'années pour survivre aux castors. Saules, peupliers, hêtres et aunes ont développé des réponses à l'activité des castors et aux inondations. Ils repoussent lorsqu'on les coupe, ils émettent des produits chimiques protecteurs et ils prospèrent dans un sol humide. Le saule, leur casse-croûte préférée, survit grâce à des repousses lorsqu'il est rongé à la manière d'une hydre. Les peupliers produisent des tanins désagréables pour dissuader les castors de les ronger. Mais en Amérique du Sud, les arbres ne sont pas habitués à ce traitement. Dans les forêts de Patagonie, les hêtres dominent et ils n'ont jamais développé de stratégie pour coexister avec les castors. Ils ne se régénèrent pas, ils ne produisent pas de produits chimiques et ils n'aiment pas l'excès d'humidité. La forêt magellanique se régénère à partir des banques de graines présentes dans le sol, mais quand la zone est inondée, les graines ne peuvent pas germer, elles pourrissent. Et le problème se propage. Les castors ont été introduits en Argentine en 1946 et dès les années 1960, ils étaient passés du côté chilien de la Terre de Feu. La frontière ne les a pas arrêtés, car en réalité, les castors rongeaient la clôture. Bon, ce n'était que du fil, donc les animaux ne l'ont sans doute même pas remarqué. Puis, au début des années 1990, des gens ont commencé à repérer des castors sur la péninsule de Brunswick au Chili. Ça signifiait qu'ils avaient traversé courageusement les courants imprévisibles du détroit de Magellan. Cependant, une étude récente montre que les castors de la Terre de Feu ont atteint le continent dès 1968, c'est-à-dire 26 ans avant les premières observations. Pour le découvrir, des chercheurs ont reconstitué la date à laquelle des arbres de la région continentale du sud du Chili avaient été attaqués par les rongeurs. Pour ce faire, l'équipe a compté les anneaux des arbres abattus. Cette méthode, appelée dendrochronologie, est souvent utilisée par les historiens, mais elle a été appliquée pour la première fois afin de dater l'arrivée d'une espèce invasive. De plus, les chercheurs ont découvert qu'il pourrait y avoir encore plus de castors en Amérique du Sud que ce que l'on pensait. Dans tous les cas, on sait que les castors ont colonisé au moins 70 000 km² de territoire et détruit 310 km² de tourbières, de forêts et de prairies. Ça correspond à 2 fois la superficie de Washington. Mais le pire, c'est que même sans arbres, les castors se portent bien. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pensait savoir sur eux. Au début, les biologistes, stupéfaits par la disparition des forêts de Patagonie, espéraient que l'invasion serait stoppée par des barrières naturelles. La Patagonie comprend 2 habitats principaux, la forêt et la steppe, cette dernière étant une zone herbeuse, sèche et venteuse où l'absence d'arbres aurait dû arrêter les castors.
Cependant, en 2017, un biologiste argentin nommé Alejandro Pietrek a découvert que, contrairement aux attentes, les castors se reproduisaient davantage dans la steppe. Pas dérangés par l'absence d'arbres, ils construisaient des barrages avec des arbustes. Tant qu'il y a de l'eau, rien ne dérange les castors. Naturellement, un comportement aussi agressif déclenche un effet en cascade dans tout l'écosystème, détruisant les habitats et ouvrant la voie à des invasions d'autres plantes et animaux exotiques. Par exemple, les étangs de castors attirent les rats musqués, une autre espèce invasive. À leur tour, les rats musqués sont la proie des visons, lesquels chassent également les oies, les canards et les petits rongeurs locaux. Les chercheurs disent même que la Patagonie connaît un processus d'effondrement invasif où les dommages causés par une espèce invasive sont aggravés par une autre. D'ailleurs, le rat musqué et le vison sont également des mammifères à la fourrure magnifique qui ont été introduits en terre de feu dans les années 1940 par le gouvernement, celui du Chili à l'époque. Seules ces espèces auraient peut-être disparu, mais les castors ont été introduits juste à temps pour assurer leur survie. Lorsque les chercheurs ont fouillé l'une des îles, ils ont découvert que 97% des traces, excréments et terriers de rats musqués se trouvaient autour des étangs et des zones humides créées par les castors. En d'autres termes, un rongeur soutenait l'autre. Et c'était pareil avec le vison. Vous aimez l'ironie? En Argentine, le gouvernement se demandait sérieusement si les castors survivraient après avoir été importés du Canada. L'expérience était risquée car les castors sont monogames. Si un animal meurt, son partenaire ne pourra sans doute jamais se reproduire. Mais ces inquiétudes se sont révélées infondées. Selon un rapport de juin 2011, il y avait 200 000 castors en Patagonie. Un autre rapport indique que le nombre dépasse 100 000. Pour rappel, seuls 20 individus ont été introduits en 1946. Ainsi, même selon les estimations les plus modestes, la population de castors dans la région a été multipliée par plus de 5000. Et il pourrait y avoir encore davantage de castors, car il faut des années, voire des dizaines d'années aux habitants pour remarquer la présence de ces rongeurs. Il est probable que sur le continent, aussi bien que sur des îles reculées, il existe des populations de castors stables. De plus, il n'y a personne pour les arrêter. Les castors nord-américains ont peu de prédateurs dans cette région. Dans leur aire de répartition native en Amérique du Nord, les ours et les loups contrôlent leur population, mais aucun n'a été introduit en terre de feu en même temps que les castors. Bref, pas de prédateurs et des conditions de vie parfaites. En terre de feu, la plupart des terres sont proches de cours d'eau et de forêts riches en arbres et autres plantes qui fournissent nourriture et abri. En résumé, c'est un paradis pour les castors. Même les gens qui étaient à l'origine de l'initiative ne s'en sont pas pris aux castors. Les gouvernements de l'Argentine et du Chili ont commencé à réaliser l'ampleur du problème dans les années 1990 et ils ont alors encouragé la chasse amateur et commerciale. Mais les tentatives étaient, pour le dire gentiment, peu convaincantes. Il y avait trop peu de chasseurs pour impacter les populations et les peaux de castor n'ont jamais acquis une grande valeur sur les marchés locaux. Le commerce n'a jamais décollé et sans incitation financière, les chasseurs n'avaient que le plaisir de la chasse pour motivation. Mais on parle de castors, pas de prédateurs assoiffés de sang ou d'amphibiens répugnants, mais d'animaux adorables, un peu bêtes et pacifiques. Des herbivores qui construisent des barrages. Difficile de voir de tels animaux comme des envahisseurs terrifiants. Les rares habitants qui chassaient le castor le faisaient pendant leur temps libre et près des routes au lieu de s'aventurer profondément dans la nature où les castors causaient le plus de dégâts. Mais bon, ça se comprend. Pourquoi s'enfoncer dans une forêt froide et balayée par le vent à la recherche d'animaux et tout ça sans être payé? Et par froide, je parle d'un climat océanique subpolaire. L'Antarctique n'est pas loin de là et la température est à peu près la même toute l'année. À Ushuaia, elle dépasse à peine 9 degrés en été et elle avoisine 0 degré en hiver. En fait, il peut même y neiger en été et certaines zones de la pointe sud ont un climat subantarctique typique de la toundra, parfois même polaire. Imaginez maintenant qu'on vous dise de sortir par ce temps et d'aller là où il n'y a pas de route mais où le sol est détrempé par les inondations. Et de marcher un long moment, tout ça pour tirer sur d'adorables castors en échange d'à peu près rien. Un article de 1998, paru dans le journal argentin La Nación, mentionnait une récompense de 16 €. Évidemment, ça ne motivait pas grand monde.
Mais récemment, les deux pays, Chili et Argentine, se sont montrés plus sérieux quant à l'élimination des castors. En 2006, la province de Terre de Feu a publié une déclaration qualifiant les castors d'espèces nuisibles et destructrices. 2 ans plus tard, Chili et Argentine ont signé un accord pour travailler ensemble à l'extermination des rongeurs. Ou plus précisément, à restaurer les écosystèmes méridionaux endommagés par l'invasion des castors nord-américains. Comme si les gouvernements en question n'étaient pas responsables de l'introduction des castors. Enfin, c'est un détail. En 2011, les gouvernements ont annoncé l'embauche de trappeurs professionnels qui utiliseraient des chiens, des hélicoptères et des bateaux pour se déplacer dans la région. Et en 2016, les deux pays ont lancé une série de projets pilotes pour déterminer la meilleure façon d'éliminer les castors. La même année, en 2016, l'Argentine a annoncé un plan d'abattage de 100 000 animaux, l'un des plus grands projets de contrôle d'espèces invasives jamais entrepris. Souvenez-vous de ce plan, on y reviendra. Naturellement, les autorités ont consulté des experts qui ont estimé qu'il faudrait 10 à 15 ans pour éliminer tous les castors. Le problème, c'est qu'on ignore à quelle vitesse l'abattage doit se faire pour prendre de vitesse la reproduction des castors. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en 2017, le gouvernement chilien a investi dans le projet de contrôle de la population 6,4 millions d'euros, dont 1,7 million provenaient du Fonds pour l'environnement mondial. Une partie des fonds a servi à poser des pièges, décrits comme tuant rapidement et de façon humaine. Ils ressemblaient un peu à des pièges à ours en plus petit. Mais de vrais pros ont aussi été envoyés au combat, équipés d'hélicoptères, de vêtements chauds et d'une formation à la survie en territoire hostile. Ils se sont fixé une mission de 10 ans, capturer et éliminer 100 000 castors. On estimait qu'il y avait 1 ou 2 colonies de castors pour chaque kilomètre de rivière. Finalement, les professionnels ont réussi à tuer 1 millier d'animaux au cours de l'année et à nettoyer 6 des 7 zones. Les chasseurs affirmaient qu'en 4 jours, ils pouvaient débarrasser une zone de ces castors. En général, il y avait environ 8 castors par barrage et ils utilisaient toujours les mêmes sentiers. C'est là que les chasseurs posaient leurs pièges et ça fonctionnait. Oui, je sais, éliminer des animaux comme ça est un peu dérangeant. Surtout des animaux aussi mignons. Mais les castors de cette région sont vraiment destructeurs et ils affectent à peu près tout ce qu'ils touchent. Reprendre la terre aux castors n'est pas une tâche facile. Peu après le début du programme d'abattage, les chercheurs ont publié des résultats préliminaires de leur projet pilote qui s'est déroulé d'octobre 2016 à janvier 2017. Pendant ce temps, 10 trappeurs, appelés restaurateurs dans le rapport, ont posé des pièges dans une zone. Au total, ils ont attrapé 197 castors et ils en ont abattu 7 autres. Le résultat était prometteur, les trappeurs pensaient avoir débarrassé la zone des animaux, mais quelques castors ont plus tard été repérés par des caméras. On ignore s'il s'agissait de néo-envahisseurs venus de l'extérieur de la zone pilote ou s'ils avaient échappé aux trappeurs. Mais les résultats de l'étude ont confirmé qu'éliminer les castors était réalisable, quoique difficile. En effet, les castors ne sont pas aussi bêtes qu'on pourrait le croire. Par exemple, ils peuvent repérer les pièges et parfois les déclencher délibérément en posant des branches dessus. De plus, un castor peut se ronger un membre pour se libérer d'un piège. Et je ne vous dis pas tout. Dommage qu'on puisse pas tout simplement leur demander de ne plus détruire les écosystèmes. Malheureusement, certains experts doutent que l'éradication complète soit possible. Comme je l'ai déjà dit, la Terre de Feu est un archipel composé de centaines de petites îles difficiles d'accès. Si les castors survivent sur au moins l'une d'entre elles, ils pourront repeupler toutes les autres et même regagner le continent. De plus, le succès de l'éradication dépend de la situation politique. En Argentine, où une forte inflation a plongé 1/3 de la population dans la pauvreté, il sera difficile de convaincre les gens de se soucier de quelques forêts situées au sud du pays. Pas facile de penser à l'environnement quand on a l'estomac vide. De plus, toute campagne visant à combattre les castors et à restaurer des forêts devrait être menée conjointement par l'Argentine et le Chili. Si l'un des deux pays ne participe pas, les efforts de l'autre seront vains. Bien que le programme de piégeage à grande échelle soit censé aider à contenir la propagation, la plupart des chercheurs pensent que des castors survivront. Sur de nombreuses îles, les forêts sont trop denses et il n'y a pas de route, aussi les chasseurs ont peu de chance de les vider de leurs occupants.
Mais est-ce que les castors risquent de progresser vers le nord? Les dernières données semblent confirmer cette possibilité. À l'aide d'un modèle simulant des conditions climatiques favorables à la propagation de l'espèce, des chercheurs ont prédit que les castors pourraient coloniser l'Amérique du Sud jusqu'au 43e degré de latitude sud, c'est-à-dire à 1300 km au nord de leur emplacement actuel. Selon ce modèle, la progression aurait surtout lieu à l'ouest des Andes, du côté chilien. Et toujours selon le modèle, aucun effort d'éradication ne suffira. Les chercheurs pensaient ainsi en 2015 et il semble qu'ils avaient raison. On n'a toujours pas réussi à arrêter les castors. Du moins, je n'ai trouvé aucune info à ce sujet, mais si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous me devez un like. À plus.